Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous. C'est déjà le dernier grand débat de Place to Do avec Stéphane Paoli. Et pour cette dernière, on s'arrête un instant sur le mouvement des Civic Tech. Ces initiatives qui utilisent les outils numériques pour permettre aux citoyens de prendre une part active dans la politique. Encouragées par les échéances électorales de l'année prochaine, ces applications poussent comme des champignons. Alors, révolution ou gadget pour la démocratie, on en parle maintenant avec nos invités. Stéphane Paoli, c'est à vous. Et avec vous, Axel Lemaire, bonjour et merci de votre participation. Faut-il rappeler que vous êtes secrétaire d'État au numérique, donc un espace qui nous intéresse aujourd'hui. À vos côtés, Loïc Blondiot, professeur en sciences politiques et très porté sur l'examen de ces nouveaux outils à disposition, ou pas vraiment, on va voir, de la démocratie. Cyril Lage, bonjour Cyril Lage. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de Civic Tech, qui a beaucoup servi au moment du Parlement des citoyens, on en reparlera tout à l'heure, et puis également d'une start-up qui s'appelle maintenant Cap Collectif. C'est bien ça. C'est bien ça. Et puis enfin, avec vous, là, je suis heureux que vous soyez là, Jérémy Paré, vous êtes fondateur de Stick, qui est une application 3 points démocratie universelle. Stigmergie, c'est un mot qui existe ou pas vraiment? Ah oui, c'est un mot qui existe, un mot mais scientifique. qui est dans le vocabulaire, on le trouve dans le dictionnaire? Non, alors c'est un mot qui est dans le dictionnaire, mais qui est très peu usité en fait, qui désigne une forme d'intelligence collective où les projets sont conduits par les idées plutôt que par des personnes. C'est un petit peu ce qu'on essaie de faire, et c'est au départ le système de fonctionnement des termites et des fourmis notamment. C'est l'auto-organisation. Oui. C'est comme ça qu'une termitière fonctionne. Tout à fait. Mais c'est une vision de la politique. Pour le Parti socialiste, en fait. Ça vous fait peur ou pas, Axel Lemaire, de découvrir nos points communs avec les termites ou avec les fourmis, finalement? Non, au contraire, je trouve ça presque rassurant. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être des réflexes innés qui appartiennent à l'espèce, qu'elle soit animale ou humaine, mais qui fait que on est plus intelligent quand on est à plusieurs. Alors cette question, elle est passionnante et complexe, cette question de l'auto-organisation. Mais avant d'entrer dans le questionnement de savoir si on est dans la révolution ou dans le gadget, juste Loïc Blondiot quand même, Civic Tech. Vous ne trouvez pas que ça sonne bizarrement, Civic Tech? Civic Tech, oui, on n'a pas trouvé mieux, et j'ai l'impression que le terme est en passe de s'imposer, y compris en français, avec deux effets, à mon avis, assez contradictoires. Le premier, c'est de marquer finalement la nouveauté de ces innovations démocratiques qui passent par le numérique, et en même temps, j'ai peur que c'est un effet repoussoir, parce que ça met à distance. Il y a un risque, effectivement, à travers ce vocabulaire, à travers le discours des acteurs des Civic Tech. Il y a un risque que j'ai senti dès le départ, effectivement, de mettre à distance ceux qui se disent c'est vraiment pas pour moi. C'est un monde de geeks, alors moi-même j'utilise un terme anglo-saxon, c'est un monde qui ne me concerne pas, et je pense qu'un des enjeux quand même de ces innovations, c'est d'être le plus inclusif possible. La plupart cherchent à être le plus inclusif possible, mais si elles ont recours à des concepts, à des mots, à des applications qui sont difficilement accessibles au commun des mortels, ça peut être un peu compliqué. C'est une vraie question, hein, Axel Lemaire. On est quand même ici dans un sommet qui pose la question de la relation entre le citoyen et la sphère politique. Si tout à coup on commence à utiliser un vocabulaire qui en effet peut tenir un peu à distance, donner même le sentiment d'une professionnalisation très pointue, on s'éloigne de l'enjeu du colloque ou du sommet. Tout à fait, même si pour moi, l'enjeu de l'inclusion et de l'accessibilité est un autre enjeu que celui de la professionnalisation. Mais concernant l'inclusion, je me suis posé la question parce que Civic Tech, c'est un terme anglo-saxon qui est déjà pas mal utilisé dans d'autres pays. Il était quasiment inexistant en France il y a encore 2 ans. Moi, j'ai essayé, pas d'imposer, mais de parler de démocratech. Alors, il y a quand même le mot tech dedans. Donc ça peut peut-être quand même faire peur, mais ça a le mérite d'avoir une base latine et d'avoir le mot démocratie. C'est une approche un peu réduite de l'école des Civic Tech, parce que dans les Civic Tech, il y a toutes les formes d'implication citoyenne, qu'elles concernent le dialogue démocratique entre les citoyens et leurs représentés, ou
toute autre forme de structure d'organisation. Ça peut être des ONG, des associations, des entreprises privées qui s'interrogent sur la manière de mieux impliquer, de mieux entendre et faire participer les personnes avec lesquelles ces organisations interagissent. Donc, moi, je n'ai pas trouvé la bonne traduction et en même temps, je suis très consciente du fait que c'est à moitié satisfaisant parce que l'enjeu principal, c'est justement d'utiliser les outils pour essayer de renforcer, d'améliorer le lien entre les citoyens et les systèmes et les institutions. Mais Démocratech, c'est pas mal. Hein. Ça vous parle, Démocratech? Il n'y a aucune malice, Cyril Lage, dans la question que je vous pose, mais elle montre la difficulté de l'exercice. Quand vous fondez Cap Collectif, c'est une start-up, il faut un modèle économique. Donc vous êtes un chef d'entreprise. Je le suis. Donc il y a un business. Bien. Et donc au moment où on se pose la question de comment rapprocher le citoyen de la sphère politique, tout à coup, mais mécaniquement, il finit par s'imposer, par nécessité, vient le filtre du business et donc de l'opérateur. Comment on va gérer ça ensemble? Comment le gérer ensemble, c'est-à-dire? Comment, moi le citoyen et vous le chef d'entreprise? Pour qu'on Ah. finisse par se retrouver, qu'on soit d'accord sur les enjeux. En fait, la question ne se pose pas du point de vue de ceux qui utilisent notre plateforme et notamment nos clients. Parce qu'en réalité, ce modèle économique, on ne l'a pas trouvé, il nous est tombé dessus. On a d'abord créé une plateforme qui s'appelle Parlement et Citoyens. Et ce sont les élus locaux, même des chefs d'entreprise, des responsables syndicaux qui sont venus nous voir en nous disant on aimerait utiliser la technologie. Et en France, c'est assez habituel. On crée une association pour porter des projets citoyens, comme on l'avait fait avec Parlement et Citoyens. Mais lorsque vous avez vocation à construire un produit, ce qui est une technologie, un site web, ça reste un produit, et fournir du service, vous avez quelque part la contrainte de créer une société. Parce que même si vous voulez rester en statut associatif, vous êtes obligé d'avoir une double comptabilité pour la TVA et la fiscalité. Donc, si la question, c'est de dire est-ce qu'on est gentil quand on est une association, on serait moins gentil quand on serait une entreprise, ça relève, si vous voulez, de mon point de vue, d'une vision assez française, manichéenne de catégorisation des choses. Et c'est un contre-pied total de la conviction qui est la nôtre, de savoir si, en toute chose, on doit dire c'est blanc ou c'est noir, c'est vert ou c'est bleu, etc. Je pense qu'on peut cumuler les modèles. On a été les premiers à le faire. On a été un petit peu critiqués pour ça. Et aujourd'hui, d'autres dans la Civic Tech sont en train d'employer ce modèle. Parce qu'à un moment donné, quand vous donnez une mission, vous pouvez vous la donner dans une association et une entreprise. Mais cette mission, pour la réaliser, il faut principalement des gens. Et des gens, il faut leur fournir un salaire. Et vous êtes donc contraint d'avoir un modèle économique, l'argent et le moyen de la mission. Mais pour que ça passe et pour que ce soit bien reçu, il faut un récit. Le récit aujourd'hui, je bats ma culpe. Les médias ne le font pas. Absolument. Il n'y a pas le récit du temps que nous vivons. Et c'est un manque absolu et grave et qui interroge même le fonctionnement démocratique. Oui, enfin, j'ai eu l'occasion d'en parler plusieurs fois sur cette question du rôle des médias. On parle de la transformation, l'ubérisation, etc., qui vient toucher tous les secteurs d'activité. Le secteur de la politique est aujourd'hui le dernier est touché par l'ubérisation parce qu'il a une situation de quasi-monopole. Là où dans les autres secteurs, on n'a que des acteurs économiques. Les journaux ont été touchés par ce phénomène d'ubérisation avec l'arrivée de nouveaux acteurs sur Internet. Mais moi, je pense qu'effectivement, l'ubérisation, enfin la transformation numérique à l'échelle des médias, c'est l'inversion du fonctionnement du média. Ouais. Vous vous êtes construit traditionnellement dans une situation où il y avait peu de moyens d'information, dans une mission importante d'intérêt général d'informer les gouvernés de ce que font les gouvernants en leur nom, quand il n'y avait pas d'autres moyens de communication. Mais aujourd'hui, l'enjeu, les politiques ont accès à leurs propres moyens de communication pour aller vers les citoyens. Il faut, de votre côté à vous, transformer et faire le récit de ce qui se passe en haut, en bas, pour informer ce qui se passe en haut. Et nous, ce qu'on essaye de faire finalement, c'est de combler ce gap du récit, ce gap de l'action politique, en créant un rouage au milieu qui va permettre aux politiques de se raccorder aux citoyens. Mais on serait ravis que les médias fassent le récit de cette construction. Loïc Blondiot, un mot avant qu'ils nous disent comment on va s'auto-organiser. Non, c'est très compliqué de faire le récit de ce qui est en train de se jouer. Et c'est très compliqué pour les médias, mais pour tout le monde, en fait, d'essayer de comprendre ce qu'est en train de donner ce moment démocratique dans lequel, très clairement, les institutions traditionnelles sont en bout de course
et dans lequel il y a des initiatives qui essayent un peu de déplacer les lieux de la parole, du pouvoir, etc. C'est très compliqué parce qu'il y a deux verrous. Il y a un premier verrou qui est un verrou institutionnel, au sens où le système qui est en place aujourd'hui n'a aucun intérêt à se transformer de lui-même. C'est-à-dire que les gens, les partis aujourd'hui qui sont au pouvoir, les élites qui sont au pouvoir aujourd'hui, ne prendront pas elles-mêmes l'initiative de le transformer et donc vont résister aux tentatives de transformation. Alors on peut en discuter, mais dans leur majorité. Puis il y a un verrou, je pense, intellectuel. C'est-à-dire que nous avons tellement l'habitude d'une démocratie qui est exclusivement fondée sur l'élection, qui est exclusivement fondée sur les partis, dans lequel finalement les citoyens ont une place très marginale et n'ont aucune légitimité à intervenir dans l'intervalle entre les élections, que ce déblocage de l'imagination, c'est-à-dire il est impératif. Et alors on peut peut-être accuser les journalistes de faire partie du système, donc d'être complices, c'est la vision un tout petit peu, à mon avis, trop simpliste, mais je pense que pour les journalistes eux-mêmes, c'est très compliqué de se projeter dans ce que pourrait être une forme de démocratie différente, qui n'a jamais été expérimentée, en tout cas depuis 2 siècles et demi dans notre pays, dans d'autres lieux que des lieux très très locaux. Et donc du coup c'est très coûteux, je pense, intellectuellement, de faire ce saut d'imagination, ce saut intellectuel. Mais pourtant, Jérémy Barré, ce serait un récit exaltant que celui d'abord d'expliquer ce qu'est l'auto-organisation et en quoi, dans la sphère politique, elle peut aujourd'hui jouer un rôle particulier. Comment pouvons-nous aujourd'hui, et par quels outils, y compris technologiques évidemment, pouvons-nous nous auto-organiser de telle façon que l'horizontalité des citoyens soit plus visible et plus prégnante dans la décision politique? Alors tout d'abord, je rejoins tout à fait ce qui a été dit par Loïc et Cyril. On a quand même un outil qui est apparu il y a une vingtaine d'années qui est Internet. Et c'est la 3e grande révolution après l'écriture et l'imprimant. Mais c'est surtout la première où on peut autant émettre des informations qu'en recevoir. Et donc je pense que ça, c'est le vrai changement de paradigme qui nous permet d'accéder à une intelligence collective où on puisse tous participer. Après, cependant, les idées que peuvent partager les citoyens ou les élus, c'est au départ des idées qu'on a en tant qu'individu, donc suite à nos observations, à nos déductions, etc. Et donc, ce qui est nécessaire, c'est d'être capable de classer ces idées selon le succès qu'ils vont avoir auprès des différentes personnes qui vont les consulter. Et c'est là, nous, notre objectif finalement. Et ce qu'on a fait, c'était toute la difficulté pour créer Stig. C'est qu'on a conçu un algorithme. Alors c'est un mot qui fait toujours un petit peu peur et de plus en plus aujourd'hui. Un algorithme, c'est simplement une équation finalement. La nôtre, elle est extrêmement simple et on va la diffuser bientôt au plus grand nombre pour que tout le monde puisse la comprendre et l'étudier. Cet algorithme, il récupère toutes les informations qu'on a sur les idées partagées par les citoyens et on en sort une note unique qui représente son succès. Plus une idée a de succès, plus elle a une note élevée. C'est de cette manière qu'on essaie de faire l'intelligence collective et qu'on tente de résoudre ce problème en utilisant cet outil qu'est Internet public. Internet, c'est un moyen qui est agnostique et chaque entrepreneur, chaque site, chaque association qui est présente sur Internet propose en fait un usage de cet outil et donc c'est là-dessus qu'il faut travailler, je pense. Et en tout cas, c'est Internet qui peut nous amener, à mon avis, vers une démocratie plus participative où les citoyens sont de plus en plus impliqués. Vous l'avez mesuré, Axel Lemaire, ce mouvement, quand vous avez mis en place le Parlement des citoyens. Comment les choses se sont-elles passées? Comment vous avez procédé d'ailleurs? Alors, avant peut-être de parler de la consultation sur la loi République numérique, j'aimerais réagir à ce que vous avez entendu. Propos, oui. D'abord sur cette idée que ni les partis politiques ni les institutions ne sont prêts à accueillir les changements à venir. Je nuancerai le propos. Et notamment en fonction de la famille politique. Et on n'est pas là pour faire de la politique politicienne, mais dans l'histoire de l'évolution des institutions, il y a eu deux familles. Il y a eu les conservateurs dont le nom, par essence, définit la préservation de l'existant, de l'acquis. C'est le conservatisme. Et puis il y a eu les progressistes qui s'inscrivent dans une notion d'une histoire en évolution constante qui recherche le progrès humain par le progrès social, par le progrès économique et de plus en plus par le progrès technologique. Est-ce que ce n'est pas une photo du XXe siècle que vous êtes en train de nous proposer? Non, moi je ne le crois pas, au sens où aujourd'hui, j'entends François Fillon dire que sa manière de répondre aux attentes de nos concitoyens, ça sera de légiférer par ordonnance. C'est une vision très bonapartiste, très autoritaire, très centralisatrice et unilatérale, qui est de dire, moi, sachant, je dirai au peuple et j'éclairerai le peuple sans même respecter le
Parlement. Et puis, j'entends de plus en plus chez des candidats dans ce qu'on appelle la gauche s'interroger sur le sens des institutions, sur leur capacité aujourd'hui dans le monde numérique à répondre à leurs attentes, notamment des plus jeunes, et à commencer à faire émerger des propositions. Donc moi, je pense que nous sommes dans un mouvement qui est assez inéluctable. Est-ce que c'est un phénomène générationnel ? Ce dont vous parlez aujourd'hui, enfin tous ceux qui sont autour de nous, ça m'a beaucoup frappé ici. Tous ceux que j'ai rencontrés, c'est une génération 25-35 qui a en effet toujours utilisé, ou pratiquement dès le début, ces outils-là. Et on finit par se demander si tout de même il n'y a pas entre, vous parliez du candidat de la droite à la présidentielle, un phénomène générationnel. Il est en effet inscrit dans un héritage politique qui est celui du XXe siècle. On a changé l'époque. Je pense que ce n'est pas uniquement générationnel. Encore une fois, je pense que ça dépend de l'approche que l'on a, de la compréhension des mouvements sociétaux. Mais ce qui est générationnel, en revanche, c'est le fait que c'est la première fois que deux générations, pour en gros les plus âgés, les plus jeunes, coexistent dans la lumière absolue, avec cet échange immédiat d'informations dans les deux sens, où pour la première fois, on découvre à quel point il n'y a pas de jeunes dans les postes élevés et les plus âgés ne savent pas utiliser les outils numériques. Mais c'est plus le fait que c'est la première fois que les technologies ont évolué aussi rapidement au point de se transformer en l'espace d'une seule génération et que ces technologies permettent de révéler les différences. Mais pour répondre aussi sur l'auto-organisation et cette idée qu'il pourrait y avoir une traduction mathématique ou en tout cas algorithmique d'une forme de consensus. Je trouve que l'idée est séduisante. Elle s'applique sans doute bien au niveau local pour gérer des questions d'aménagement urbain, de comment répondre plus efficacement à des problèmes du type le ramassage des ordures, la mobilité, qui font partie du quotidien des gens et qui appellent des réponses très urgentes. Appliqué au niveau national, au niveau des gouvernements, je pense qu'on aurait intérêt à expérimenter l'intégration de certaines technologies comme celle-là pour voir ce que ça donne. Mais en soi, ça m'interpelle parce que je me dis l'essence de la politique, c'est pas forcément de rechercher le consensus. Parce qu'à la base, il y a un objectif vers lequel on tend qui est par définition symboliquement conflictuel. Et je crois que c'est la symbolique du conflit qui permet justement d'éviter le désordre social et d'éviter la guerre. Et ça, c'est assez important, je trouve, pour la préservation de l'ordre démocratique. La question que je me pose et qui me paraît être extrêmement importante aujourd'hui, et je me tourne vers vous, Cyril Lage, la technologie est à notre disposition aujourd'hui pour participer différemment au débat politique. Quid de notre implication ? Je me souviens, moi, quand j'étais enfant, je suis plus vieux que vous tous, quand j'avais envie de changer de chaîne, il fallait que je me lève, que mon cerveau commande à mes jambes de me mettre debout, de parcourir 2 mètres, d'appuyer sur un bouton pour plus voir la tête de Léon Zitrone ou qu'importe. Aujourd'hui, avec la télécommande, j'appuie un petit coup et je change. Donc j'agis sans m'impliquer vraiment. Or, il s'agit de politique quand même, il s'agit d'engagement. Oui. En quoi la technologie peut préserver notre implication personnelle ou la diminuer ? Nous, quand on a lancé Parlement et citoyens, on s'est référé à... Tu parlais de légitimité de la participation citoyenne tout à l'heure. Il y a une légitimité de la participation citoyenne, qui est l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. À cette époque, il n'y avait même pas la télécommande. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que le numérique a donné la potentialité à des valeurs et des droits qui ont été pensés dans la démocratie depuis très très longtemps. Simplement, c'est les modes de vie qui changent. Je serais tenté de dire c'est ainsi, enfin, c'est dans l'ordre des choses, on a des nouvelles technologies et ça ne fait pas plus, pas moins. Moi, je serais presque tenté de dire ça fait plus, puisque ça donne des potentialités qu'on n'avait pas avant. Comment on a pu imaginer en 1789 écrire que les citoyens ont le droit de participer directement ou par l'intermédiaire de leurs représentants ? La notion de direct, comment on pouvait imaginer qu'un citoyen allait participer directement ? C'était totalement insensé. Aujourd'hui, c'est devenu matériellement possible. Donc, il y a cette potentialité. Mais la potentialité ne va pas se réaliser toute seule. Et on le sait tous, dans toutes les opérations qu'on mène, on est confronté à la problématique de la mobilisation. Là, on a les réponses. On revient au rôle des médias, de la communication. Mais il y a autre chose sur la crise de la défiance. C'est que moi, je pense que
l'avènement de cette démocratie ouverte viendra de la preuve. Les citoyens aujourd'hui ont besoin de preuves. Ils ont besoin de voir. Ça a commencé comme ça en Espagne. Hein. Podemos, c'était sur des expulsions et la traduction politique, la décision politique prise a créé, en fait, a amplifié le mouvement. Mais ce qu'a fait Axelle Lemaire sur son projet de loi, elle l'a fait elle-même. Elle a pris des engagements. Elle a pris l'engagement que toutes les contributions seront prises en compte, c'est-à-dire lues par quelqu'un. Ça a été fait par le cabinet. Pris l'engagement de répondre publiquement, nominativement aux auteurs des propositions les plus votées. Pris l'engagement d'expliquer les arbitrages à la fin. Tous les engagements qui ont été pris ont été tenus, ils ont même été relevés, puisqu'au lieu de répondre à 100, je crois que c'est 250 propositions qui ont reçu des réponses. Une enquête de satisfaction a été faite, 25% des participants ont répondu et on dit à 97% qu'ils étaient prêts à recommencer. Voilà. Donc maintenant, il faut faire un phénomène d'entraînement, d'éducation, d'alimentation, mais fournir de la preuve. Mais que dit le professeur de sciences politiques de l'implication et de l'outil technologique? Ça, c'est un point capital. Alors, je suis entièrement d'accord sur le fait que ces dispositifs doivent donner des preuves. De manière générale, la démocratie participative ne peut acquérir une crédibilité au regard des citoyens que si elle démontre qu'elle peut avoir une influence sur la décision. Et ça, c'est une évidence absolue. Les citoyens ne sont pas des idiots. Ils se rendent compte lorsque, finalement, ce à quoi ils participent n'aboutit strictement à rien. Donc ça, c'est, à mon avis, absolument capital. Mais par rapport à ce que vous disiez de la politisation, pour moi, et ça vaut pour les civic tech et ça peut servir de critère d'évaluation pour toutes ces innovations démocratiques, il faut que ces innovations démocratiques permettent deux choses. Améliorent finalement l'existant sur deux points. Le premier point, c'est la délibération collective, c'est-à-dire le fait qu'il y ait un vrai débat, une possibilité finalement pour chacun à la fois de dire ce qu'il pense, mais aussi de dialoguer avec l'autre pour essayer de trouver éventuellement, ce n'est pas une nécessité, une formule de compromis. Bon, ça, c'est la première chose. Une formule d'entente, je pense qu'il faut regarder. Les civic tech qui se contentent d'enregistrer des clics sont des civic tech qui, finalement, d'un point de vue démocratique, sont très pauvres et peuvent même contribuer à appauvrir le débat démocratique. Et le deuxième élément, c'est pas le consensus. Voilà, le compromis, c'est pas le consensus, on est d'accord, on pourra en discuter. Et le deuxième élément, je pense que ces dispositifs n'ont de valeur politique qu'à condition qu'ils permettent aux citoyens de se politiser, c'est-à-dire de s'impliquer à travers une information, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut qu'ils puissent acquérir une forme d'information qui leur donne une maîtrise sur les questions dont ils parlent et une information contradictoire, pas une information qui est unilatérale, et de s'impliquer au-delà de simplement l'attitude qui consiste à dire je veux ou je veux pas. Pour moi, ça c'est capital. Aujourd'hui, ce dont on manque, c'est de citoyens politisés. On manque d'individus démocratiques, c'est-à-dire de gens qui font leur job de citoyens en s'informant, en prenant position et en prenant des responsabilités, en s'engageant, en s'organisant. Si on en reste simplement avec des sondés qui sont là en position de sonder, qui restent à distance sans s'impliquer, on n'aura pas fait avancer la démocratie. Mais où sont, de votre point de vue, Jérémy Paré, les limites de l'auto-organisation? Et je vais préciser ma question en prenant un exemple. Nuit debout, place de la République. J'ai été sur place, j'ai vu. Mais j'ai vu aussi l'exclusion. J'ai vu des propos irrecevables. J'ai vu des comportements qui étaient vraiment, non seulement, de mon point de vue, inadmissibles, mais très inquiétants pour le fonctionnement de la démocratie. Or, c'est une vraie demande qui doit être prise en compte, Nuit debout. Mais où sont les limites de l'auto-organisation? Jusqu'où peut-on la pousser? Et jusqu'où le citoyen peut-il avoir raison ou pas? Je pense que je pourrais résumer votre question en disant, vous me demandez est-ce qu'on peut avoir une démocratie 100% directe ou non? C'est un petit peu ça, c'est-à-dire s'affranchir des élus. À mon avis, actuellement, c'est pas possible et il est nécessaire d'inclure les élus dans les solutions puisque déjà ils sont les garants de l'intérêt général. Et puis, il y a un déficit de savoir civique des citoyens, il y a un manque de formation à l'école et même au niveau des adultes. Et donc, il est nécessaire, si on veut avoir une démocratie qui soit de plus en plus directe et éviter des dérives, et Internet va nous le permettre, mais ça prendra peut-être une ou deux générations, de former des vrais citoyens, qu'à l'école on apprenne aux enfants à être des citoyens, qu'on leur apprenne le raisonnement analytique, et y compris auprès des adultes. Mais pour le moment, ce n'est pas encore le cas, et donc les élus, il faut les inclure dans les solutions, et à mon avis, il faut viser avant tout de la démocratie participative avant de viser de la démocratie directe, en tout cas à notre époque maintenant.
Axel Lemaire, comment vous le vivez justement, cette participation citoyenne et les limites, j'insiste là-dessus, hein, de la participation citoyenne? Alors, je crois que dans l'histoire, disons au moins depuis la Révolution française, on a beaucoup accédé dans l'égalité réelle, dans l'exercice des droits civiques. C'est-à-dire qu'on est parti du suffrage censitaire. Finalement, les femmes ont obtenu le droit de vote, mais c'était en 1945. C'était il y a 60 ans. C'est rien, ouais. C'était hier, à l'échelle de l'histoire de France. On a offert l'éducation gratuite pour tous, qui fait qu'aujourd'hui, en 2016, on a une population très éduquée, très informée et donc très exigeante. Et l'étape d'après, ça ne peut être que l'utilisation du potentiel des outils et des technologies pour garantir l'utilisation réelle de ces droits civiques par l'ensemble de nos concitoyens. Or, alors même que désormais la potentialité est là grâce aux technologies, les démocraties occidentales ne se sont jamais si mal portées. Le niveau de désintérêt et de défiance n'a jamais été aussi élevé. Donc, on est dans ce moment de l'histoire. Comment je le vis? Mal. Enfin, comme tous les responsables politiques, quand un jour on s'est dit on est assez dingo pour se lancer dans cette aventure parce qu'on a des convictions, parce qu'on a envie de changer modestement et avec la politique le monde pour essayer de le rendre un peu meilleur, de voir à quel point parfois la porte est fermée par réflexe automatique de rejet pour ce que l'on représente, c'est pénible comme l'est toute forme de rejet. Bon, vis-à-vis de ça, moi je ne peux aussi que constater à quel point les institutions sont fermées. J'ai atterri au ministère de l'économie et de l'industrie. Les pratiques dans les modes de définition des politiques publiques que j'ai observées sont aberrantes au XXIe siècle. À aucun moment, dans toute la chaîne de prise de décision, on ne se demande ce que pensent peut-être nos concitoyens. Alors, mais ça, c'est un sujet passionnant, parce que si on veut arriver à quelque chose, à un résultat, on ne peut pas répondre point par point. Il faut que la démarche, elle soit systémique. Si on touche à l'éducation politique, il faut que les médias eux-mêmes se remettent en cause. Il faut que le modèle économique peut-être se modifie. Si on n'est pas dans une approche systémique, si on n'est pas dans cette transversalité-là, tous les outils du monde ne serviront à rien. Alors, y compris les technologies politiques. Alors, je saisis la perche parce que c'est effectivement ce qu'on a constaté de la création, j'en parlais tout à l'heure avec Cap Collectif, c'est qu'on a mis en fait le doigt dans un engrenage sans savoir où il allait nous mener. Et aujourd'hui, j'avais moi la conviction en lançant tout ça que les derniers à comprendre ce qui allait se passer, ce seraient les partenaires sociaux. Parce que ce sont ceux qui sont dans la situation d'être le rouage entre les décideurs, les citoyens, je crois. Vous l'avez dit, je crois hier dans une intervention, qu'ils étaient quasiment systématiquement consultés sur les décisions politiques. Donc pourquoi bouger? J'ai aujourd'hui le bonheur de constater que des organisations syndicales, des grandes organisations syndicales, sont en train à leur tour d'expérimenter en interne les processus qu'Axel Lemaire a expérimenté au sein du gouvernement. Et du coup, avec l'ensemble de ces organisations avec lesquelles on a travaillé, on en arrive à une conclusion, qui est celle que vous êtes en train d'écrire, qu'il faut qu'on fasse système. Alors, faire système, c'est la Constitution, mais la Constitution ne l'a pas prise dessus. Donc, ce que l'on va faire, on va faire un micro-système autour de parlements et citoyens dont on va changer la gouvernance sur 2017 en créant une association dédiée avec 7 collèges composés des parlementaires, des citoyens, des élus locaux, des associations, des organisations professionnelles, etc. et placer la gouvernance de l'instrument entre les mains des corps intermédiaires. Parce que notre idée est de dire aux corps intermédiaires, vous êtes un rouage essentiel, je crois que vous l'avez dit hier, mais vous êtes un rouage essentiel qui est menacé de mort. Enfin, si vous ne bougez pas, si vous n'êtes pas le pivot, eh bien on va, alors désolé de le dire, mais vers le calcul des algorithmes et de céder la place aux algorithmes. Moi, je ne suis pas favorable à cette démarche-là. Je suis pour une démarche politique de l'individu où on confronte les points de vue et on essaye de faire société ensemble. Mais ça recoupe, pardon de vous interrompre, ça recoupe la définition que vous donniez tout à l'heure de l'auto-organisation, ce qui est en train de décrire à l'instant Cyril Lage. Cette évolution où, encore une fois, la prise en compte des propositions les plus pertinentes et les plus intelligentes, après avoir fait un tour et être pris en compte par un ensemble, sont privilégiés et font monter le système.
Est-ce qu'on peut espérer véritablement de ce mouvement-là? Je pense déjà que l'algorithme, c'est juste le moyen, c'est-à-dire que ce n'est pas la fin en soi, et c'est avant tout le contenu intellectuel généré par les citoyens qui remonte. Donc ce n'est pas les ordinateurs qui vont décider à notre place. Après, encore une fois, ce n'est pas à l'outil de gouverner, c'est aux personnes. Et donc l'outil est simplement là pour faciliter la gouvernance et permettre quelque chose de plus démocratique, mais rien de plus. C'est la grande question ontologique qui se pose à nous maintenant. On l'avait vu dans le film de Kubrick, c'était magnifique comme allégorie, quoi. Est-ce que c'est Hal qui décide ou est-ce que c'est le dernier survivant à bord de la navette? Sauf que c'est quand même le survivant qui coupe l'ordinateur, donc c'est un suicide collectif. Oui, alors c'est jamais les algorithmes tout seuls qui gouvernent. Les algorithmes sont conçus par des humains qui y injectent des valeurs, des principes, des attentes. Et effectivement, il y a besoin quand même d'une certaine transparence et d'un certain contrôle de ces algorithmes parce qu'on voit qu'ils peuvent produire des effets. Mais je voudrais revenir sur ce que vous disiez sur l'enjeu systémique. Ce qu'il faut bien comprendre derrière les civic tech, c'est que c'est à la fois un enjeu de légitimité. Il y a une double défiance aujourd'hui des citoyens à l'égard des institutions qui répond à la défiance historique des gouvernants à l'égard des citoyens. C'est-à-dire qu'ils ont peur des citoyens. Vraiment, il y a une sorte de méfiance. Donc ça, il faut effectivement passer au-delà parce qu'elle a atteint un tel niveau de crispation et d'exacerbation, cette défiance réciproque, qu'elle peut produire vraiment des monstres politiques. C'est la première chose. Mais il y a un enjeu d'efficacité. Aujourd'hui, les problèmes qui nous arrivent sont des problèmes d'une complexité infinie qui ont besoin d'être résolus pas seulement par les expertises traditionnelles des administrations, des savants, etc., qui ne peuvent pas être résolus uniquement selon les cadres et avec les moyens traditionnels de la politique et de l'administration et qui ont besoin des citoyens qui finalement sont capables de contribuer à la solution, à la recherche de la solution. C'est un point qui me paraît absolument capital et qu'on envisage assez peu en France. Cette idée qu'on ne s'en sortira que tous ensemble et qu'effectivement il y a des citoyens qui sont de plus en plus intelligents, mais on a surtout des citoyens qui ont des idées assez claires sur la manière dont on pourrait changer ce qui ne va pas autour d'eux et c'est sur eux qu'il faut compter aujourd'hui et il faut que les élites, j'ai du mal à utiliser ce terme de manière indistincte parce qu'il y a des différences, mais après une forme d'humilité. N'ont pas réponse à tout, elles ne sont pas capables de résoudre les problèmes à la place des gens et d'un certain point de vue, il faut qu'elles s'inspirent, qu'elles collaborent, qu'elles deviennent d'un certain point de vue partenaires et c'est un peu l'esprit du gouvernement ouvert cette histoire. Alors ça nous renvoie à un thème dont nous avons parlé ce matin, c'était d'ailleurs passionnant, on a parlé des data, des big data et donc de l'open data. Comment ouvrir aux citoyens la masse inquantifiable de données aujourd'hui. Ces outils technologiques au service de la politique, ce sont des outils. Qui va les contrôler? Et j'ai envie de vous parler des GAFA, moi. Ils sont très intéressés par tous ces outils-là. Et ça interroge aussi le fonctionnement de la démocratie, ça. Comment on va faire avec ça? Tout à fait. Alors vous avez trouvé que je réponds toujours avec un coup de retard à vos questions. Je ne le trouve pas du tout. Je n'ai pas répondu à celle sur l'inclusion. Parce que pour moi, l'enjeu majeur, il est là. On peut, si on ne fait pas attention, créer une nouvelle forme de démocratie qui sera une technocratie numérique, composée des experts qui maîtrisent les outils et de celles et ceux qui savent les utiliser pour répondre aux questions qui seront posées par les experts. Donc ça, c'est un risque très réel. Et moi, je tire un bilan positif de la consultation en ligne que j'ai menée pour coécrire la loi pour une république numérique. Il n'empêche qu'au final, le public d'internautes qui a participé est majoritairement, avec quelques nuances, composé de jeunes, éduqués, urbains, connectés. Et donc l'enjeu, il est vraiment de réussir à aller parler à tout le monde et à chercher tout le monde. Et c'est là, et pas paradoxalement, c'est là que les démocratèques peuvent être utiles parce que ce sont des outils qui décuplent le potentiel d'interaction et qui aident à aller à la rencontre des gens. En fait, c'est vraiment une vision de l'outil au service de l'humain.
et c'est comme ça, je crois, qu'il faut aborder la problématique. Du coup, j'ai commencé à répondre à la dernière question, qui était les algorithmes et l'analyse quantitative de données, ce qu'on appelle le big data. Eh bien, ça doit être utilisé parce que là aussi, ces techniques recèlent un potentiel extraordinaire, notamment dans le domaine de la santé, pour mieux prévenir des pathologies, pour mieux les guérir, pour mieux personnaliser les traitements apportés. Dans le domaine de l'éducation aussi, là aussi, pour répondre plus spécifiquement aux besoins de certains élèves en particulier, par exemple. Maintenant, la difficulté qui se pose, c'est qui écrit ces algorithmes et qui en tire parti. Dans la loi que j'ai défendue au Parlement, il y a effectivement un principe d'ouverture des données publiques par défaut, ce qui est dénoncé par certains comme étant un moyen de mettre en pâture et de céder gratuitement en plus aux GAFA les trésors nationaux sur lesquels sont assis les administrations publiques. Pour moi, c'est une vision qui méconnaît d'abord absolument la nécessité et l'urgence qu'il y a pour les services publics, le secteur public, de monter en compétence sur la maîtrise des données, la maîtrise stratégique des données, et l'intérêt qu'il y a pour les acteurs publics à se positionner comme au centre du jeu, à devenir la plaque tournante d'un écosystème d'innovateurs qui vont aller pêcher des données lorsqu'ils en ont besoin, comme par exemple l'équivalent de Météo France a fait aux États-Unis. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième disposition de la loi concerne la transparence des algorithmes. Je pense qu'on va vers cette piste-là. C'est ce que je souhaite. On l'a fait avec une obligation pour les administrations qui rendent des décisions individuelles. Donc, concernant des gens, des administrés, des usagers, ils doivent, à la demande, communiquer les critères qui ont été à la base des choix traduits en calcul algorithmique. Mais l'étape d'après, ça va être un degré de transparence des algorithmes pour les acteurs privés. Quand on voit le rôle qu'ils tiennent dans les référencements, avec des impacts sur le commerce, le chiffre d'affaires des entreprises potentiellement énormes, sur les réseaux sociaux, à quel point cela peut influer sur le cours des opinions. Eh bien, je pense qu'il faut justement, pour éviter la censure et pour éviter d'apporter une réponse qui serait contraire aux libertés publiques, demander plus de transparence. La transparence a le mérite d'introduire plus de concurrence sur le marché, de permettre aux petits entrants, notamment aux start-up, eh bien, de ne pas dépendre d'écosystèmes fermés, de très grands acteurs. Et puis, elle a le mérite d'accroître le niveau de redevabilité de ces grands acteurs vis-à-vis des entreprises, mais aussi des citoyens. Bien sûr, mais on a tous envie, évidemment, de cette transparence. Mais en même temps, il faut affronter un monde réel qui est un monde assez violent, assez cruel. Les GAFA, ils ne feront de cadeau à personne, absolument à personne. Donc comment se pose pour un chef d'entreprise aujourd'hui la question du contrôle de cet outil? La problématique, c'est tous les brevets, tous les systèmes qui vont être développés à travers ces systèmes qui pourraient être possiblement ouverts, ça va poser une difficulté majeure. Comment garder la maîtrise, comment garder le contrôle? Comment vous rentrez dans ce monde-là? Nous, on a fait le choix de garder le contrôle sur notre outil. Et on a décidé de garder le contrôle sur notre outil, non pas pour protéger un algorithme qui viserait à organiser la donnée selon des intérêts qui nous seraient propres, puisqu'il n'y a pas d'algorithme chez nous, c'est l'utilisateur qui décide de la façon dont il veut voir l'information. Le seul algorithme qu'on utilise, c'est le classement aléatoire des propositions qui sont présentées et qui est fait par un outil qui s'appelle Elasticsearch et qui lui-même, pour le coup, est open source. C'est le seul algorithme qu'il y a dans notre plateforme. Donc nous, c'est vraiment à l'utilisateur qu'on va rendre la maîtrise de sa donnée. Mais moi, je voudrais dire un autre point sur la transparence, parce que quand on parle participation et des plateformes de participation comme les nôtres, on arrive rapidement à dire oui, mais l'inclusion, il faut que ce soit le plus inclusif. Alors oui, il va falloir que ce le soit. Simplement,
ça, pour moi, c'est qu'une question de temps. Comme un escalier, on monte les marches les unes après les autres. On part d'une situation, Axel Lemaire l'a expliqué, d'un fonctionnement à huis clos et abscon de l'élaboration des politiques publiques, dans laquelle une toute petite minorité externe arrive à rentrer dans le processus. Là, on a réussi à passer de cette petite couche à une couche un peu plus large, qui sont ceux qui attendent. Vous l'avez dit, les jeunes, ceux qui maîtrisent le numérique, ils attendent. Donc ça s'ouvre, ils viennent. Et petit à petit, avec le temps, on aura de plus en plus de gens qui vont venir dans les processus. Ça, première chose. La deuxième chose, la transparence. L'autre gros avantage des Civic Tech, et là encore, ce qui a été remarquable dans la consultation d'Axel Lemaire, ça a été de dire, ça n'est pas une plateforme de consultation pour les citoyens à côté de la voie royale pour les groupes d'intérêt, c'est l'espace de participation de chacun. Deuxième bénéfice, premier bénéfice, j'ouvre à ceux qui n'avaient pas accès, et je demande à ceux qui avaient accès d'aller le faire publiquement. Il faut voir ensemble ces deux bénéfices, parce que ça amène ces acteurs, ces groupes d'intérêt, à jouer une partition d'influence dans l'élaboration de la politique publique, qui est un petit peu différente quand elle ne se passe pas dans le huis clos du ministère, mais sous le regard de l'ensemble des citoyens. Donc je pense qu'il faut bien voir les deux cliquer ensemble pour bien apprécier ce qu'est l'impact de la Civic Tech dans le champ de la participation. Jérémy Paré, je vous pose une question de béotien que je suis pour de bon. Ça se protège un algorithme ou pas? Alors, je ne sais pas si ça se protège, mais en tout cas, nous, on a décidé de l'ouvrir, comme je le disais tout à l'heure. On n'est pas. Alors, je pense qu'il y a un juste milieu entre avoir un code totalement propriétaire et un code open source, c'est-à-dire qui est disponible pour tout le monde pour être modifié. C'est de rendre disponibles les choses les plus importantes. Par exemple, vous n'avez pas besoin de savoir quel est le code pour afficher une image, un icône. Mais ce qui est important, dans le cas de Stick, par exemple, c'est notre équation, cet algorithme qui nous permet de classer les idées. Ce qui est nécessaire, donc, c'est de rendre public ces choses-là. Par exemple, moi, j'aimerais bien savoir comment Google fait pour m'afficher les résultats de mes recherches. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, finalement, le traitement de l'information est devenu aussi important que l'information elle-même. Et donc ça, c'est quelque chose de très important. Et à mon avis, l'open source est quelque chose de positif, mais dans le cadre de la Civic Tech ou de la Démocratech, il peut y avoir des dérives dangereuses, puisque ça pourrait être utilisé, quelqu'un pourrait modifier le code en retirant des aspects démocratiques d'un outil et l'utiliser et le rendre du coup moins démocratique qu'il ne l'était. D'un autre côté, le code 100% propriétaire est totalement opaque et donc n'est pas démocratique et n'a pas vocation à être utilisé dans la Civic Tech. Donc à mon avis, il y a un juste milieu à trouver comme ça, c'est-à-dire rendre ouvert les choses importantes sans pour autant que ce soit facile de copier et de modifier l'original pour conserver cette neutralité qu'on a voulu dans nos outils. Mais Loïc Blondiot, on a des raisons d'espérer. Parce que dans le champ scientifique, technologique et politique, au meilleur sens du mot politique, ce qu'on partage dans l'espace de la cité, il y a un modèle extraordinaire dont on parle pratiquement jamais, qui est peut-être l'une des plus grandes réussites européennes. C'est le collisionneur de hadrons du CERN, où toute découverte scientifique, dans la minute, est mise à la disposition de la communauté internationale scientifique. Ah, très clairement. Totalement ouvert. Et une grande réussite. Donc ça peut marcher. Absolument. Historiquement, si on regarde la manière dont nos institutions ont été conçues au XVIIIe siècle, elles se sont très clairement inspirées de la logique de la connaissance, de l'accumulation de la connaissance scientifique et de ce débat, d'un certain point de vue qui doit être transparent. Ce débat, les recherches, il faut pouvoir les répliquer, il faut pouvoir accéder à la manière dont les gens ont produit des données et surtout le dialogue entre les chercheurs, en principe, se fait sur les idées et pas sur le statut ou l'autorité présumée du chercheur. Donc cet idéal de démocratie scientifique a beaucoup inspiré finalement l'idéal de délibération parlementaire. Et vous avez raison, il y a des affinités électives très fortes entre ces innovations démocratiques et la logique pure de la recherche qui a été dévoyée évidemment sous différentes formes, mais qui fonctionne sur ces principes-là qui sont essentiels. Alors reste une question très importante. La volonté. Je réagisse à la démocratie. Allez-y, comme ça. Et puis vous répondrez à ma question après, alors promis. Hein. Je suis tout à fait d'accord. Pour moi, la Démocratech est un bébé de l'encyclopédie universaliste de Diderot. Et avec un pendant qui est aussi dans la loi pour une république numérique, qui est l'ouverture, enfin l'accès rendu libre aux travaux des chercheurs, que ce soit dans le domaine scientifique ou dans le domaine des sciences humaines et littéraires. C'était une revendication du monde de la recherche. C'est très intéressant de voir que c'était les éditeurs qui donc possédaient les droits d'auteur des chercheurs qui étaient contre
cette ouverture. Et il faut bien comprendre qu'il y a toujours une tension permanente entre l'ouverture et la fermeture. Et en ce moment, lorsqu'on réfléchit sur la réinvention de la démocratie, on est au cœur de cette tension entre l'ouverture et la fermeture. Et ce qui est intéressant, c'est le rôle que peuvent jouer les jeunes si on se force à réfléchir autrement. Ce n'est pas évident. On peut se dire ah, ce sont les personnes les plus âgées, les plus éloignées des outils qui vont être exclues de cet accès à la démocratie numérique. Mais la réalité aujourd'hui, c'est que les jeunes sont exclus de l'accès à l'exercice démocratique. Ils ne sont pas représentés dans les lobbies, qui en général représentent les personnes qui sont en fin de carrière professionnelle, qui ont accédé à des postes de responsabilité et donc de pouvoir. Ils ne sont pas représentés parce que les jeunes, et notamment les jeunes actifs et les jeunes parents, ne peuvent pas aller dans des réunions physiques pour débattre, pour faire entendre leur voix dans des associations de résidents, lors des consultations physiques qui sont menées depuis déjà un certain nombre d'années. Donc finalement, c'est un peu une revanche aussi pour les plus jeunes qui n'avaient pas accès au processus démocratique. Alors maintenant, la dernière question, qui n'est peut-être pas la plus simple. Mesurez-vous une réelle volonté politique de modifier le modèle politique, c'est-à-dire d'accepter la remise en cause d'une certaine forme du pouvoir politique? Parce qu'on est au cœur de ça, hein. Si ces outils technologiques que nous utilisons permettent aux citoyens d'accéder à la décision politique, vous l'avez vécu avec le Parlement des citoyens, une partie de ce qui vous appartient jusqu'ici, c'est-à-dire le pouvoir, est délégué à des citoyens. Est-ce qu'il y a une vraie volonté politique de ça aujourd'hui? Pour ma part, oui. Dans ma famille politique, de plus en plus. J'espère que le débat sera posé de telle manière au moment de l'élection présidentielle qui comptera. Et compter, ça veut dire être en haut de la liste des priorités. Certains parlent d'une constituante démocratique ou citoyenne, d'une nouvelle constitution, pourquoi pas. Et d'autres, et ça je l'observe, attendent que se ferme la parenthèse un peu douloureuse des gugus, des cervelets qui ont voulu changer les modes de fonctionnement administrativo-technocratico-institutionnels. Et ça, c'est une réalité aussi qui est très méconnue et très peu perçue de nos concitoyens parce que ce qu'ils voient, c'est la classe politique. Ce sont les gens qui passent à la télé. Ce sont les gens qui sont dans le commentaire de l'actualité, dans l'action politique visible. Mais un politique seul ne peut rien. La volonté politique est isolée si elle n'est pas suivie de l'armée des généraux de la fonction publique qui exécutent ces politiques publiques. Et moi, de plus en plus, je me dis, et c'est une réflexion personnelle, mais que je suis pour un spoil system à l'anglo-saxonne, où lorsque un président est élu, il arrive avec son administration. Et quand on réfléchit à la réforme des institutions, il faut réfléchir à la réforme de toutes les institutions, y compris de la partie qui n'est pas visible. Bien, ben vous avez du travail parce que vous savez, juste une chose, on regarde là, où sont les caméras des grandes chaînes de télé là, sur un événement qui est quand même d'une importance première, hein. Ils sont pas là. Je vais vous dire pourquoi. Alors pourquoi? Parce que vous aviez dit, Loïc Blondeau, Open Government, gouvernement ouvert, Démocratech, Civic Tech, ils ne comprennent pas. Mais la question c'est... Quand c'est le dernier iPhone, ils comprennent tout. Hein. Est-ce qu'ils cherchent à comprendre? Voilà. Oui. Et puis, on en parlait en aparté tout à l'heure aussi, quand on a commencé en 2013 avec Parlement et Citoyens, on était tout seul, il n'y avait personne. Regardez aujourd'hui la Civic Tech, combien il y en a aujourd'hui. Vous êtes là, vous, aujourd'hui, vous faites partie de cette profession. Et ben, dans 3 ans, on fera peut-être ce bilan avec d'autres caméras qui seront là et qui seront venues. Il faut populariser. Et à la question, est-ce que les élus y vont pas, que c'est le maire y était, d'autres ministres y ont été. Et actuellement, on a sur Parlement et Citoyens une consultation où la question posée par les parlementaires, c'est de produire une loi visant à généraliser les consultations. Il y a un mouvement, mais vous l'avez dit, si on regarde ce qui passe derrière les caméras, on ne le voit pas. Si on gratte un peu, on verra qu'il y a beaucoup de choses. Allez, soyez entendus. Merci madame, merci messieurs et longue vie à Civitech.